Donc, la question de la logistique urbaine, pour y revenir, elle a été abordée dans la communauté aménagement des territoires, avec comme objectif de rendre visibles les aménagements lieux, infrastructures ou finalement un peu leur absence, qui contribuent à une cyclo-logistique du dernier kilomètre. On a organisé pour cela deux précédents événements, un atelier échange autour des sous-sols capables, euh, en partant du postulat que tous les sous-sols qu'on construit aujourd'hui ou qui sont actuellement disponibles aujourd'hui ont vocation normalement à ne plus être utilisés pour le même usage qu'aujourd'hui, c'est-à-dire stationner des voitures puisqu'il y aura de moins en moins de voitures, on l'espère. Et donc, quels usages futurs on peut imaginer pour ces espaces et du coup, bah, éventuellement identifier les contraintes qui sont liées à leur construction ou ou à leur fonctionnalité pour pouvoir les faire évoluer à l'avenir. C'est un événement qu'on avait organisé en partenariat avec l'ASP Lyon Confluence, avec notamment la présentation d'un îlot où il y a un sous-sol capable qui a été créé, en tout cas un sous-sol réversible sur deux niveaux. C'est l'îlot D1 que vous pouvez retrouver tous les liens sur le support que je vous communiquerai ou je vous les mettrai dans le chat si là, c'est pas accessible. Deuxième événement qu'on a organisé, c'était un webinaire sur la logistique urbaine avec une présentation du panorama de la cyclo-logistique en France par donc les boîtes à vélo, c'est-à-dire une présentation du programme cyclocargologie. Et on avait en deuxième temps une présentation du démonstrateur de logistique urbaine et de chantier de gratte-ciel, donc par Maxence Oblette de la Serle. Là aussi, vous pourrez retrouver des supports de nos intervenants et également, bah, là, comme c'était en 2024, le compte-rendu, les enseignements principaux à chaque fois qu'on fait a posteriori sur les événements qu'on organise. On passe maintenant au tour de parole. L'idée, c'est d'avoir votre prénom, votre nom, votre structure, peut-être le domaine d'activité de votre structure, votre ville, et surtout, bah, quels sont vos liens avec le sujet de la logistique urbaine? Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est parce que vous portez des projets de logistique urbaine? Est-ce que vous avez besoin d'en savoir plus sur ces sujets-là? Enfin voilà, un peu, quelles sont vos attentes finalement vis-à-vis du contenu qui vous sera présenté par la suite? Du coup, je ne vous vois plus. Donc, je vais passer la parole. Je vais arrêter le partage, comme ça au moins je vous vois. C'est bien plus simple. Je vais passer la parole à Nicolas Bonvalet. Oui, ben merci Naïma. Donc Nicolas Bonvalet, Street Architecture. Nous sommes une agence d'urbanisme et d'architecture dédiée aux infrastructures de transport. On est notamment maître d'œuvre des voies lyonnaises sur la métropole de Lyon. Donc la dimension, enfin le chapeau là de ce webinaire, il nous concerne particulièrement, hein, comment les aménagements lieux infrastructures qui facilitent une cyclo-logistique du dernier kilomètre peuvent voilà être développés. Voilà, donc c'est à ce titre-là que je me greffe sur ce webinaire. Malheureusement, j'ai pas pu assister aux dates précédentes que vous venez de rappeler, mais j'ai compris qu'on aurait accès aux liens. Et par rapport à la logistique interchantier, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse également? De fait, on est partie prenante Mm. d'opérations d'aménagement dans lesquelles on a toujours le sujet chantier, que ce soit marchandises, mais aussi compagnons Mhm. et entreprises. Donc effectivement, et à un moment donné, ces questions-là, ça commence dès la conception, dès le chantier. Donc il faut l'intégrer dans nos pratiques et, et c'est en ça que ça m'intéresse tout à fait. Super, merci. Marion, je te passe la parole.
Tout à fait. Donc, effectivement, Marion Trinquet du bureau d'études Visea. Donc, on est un bureau d'études sur la ville durable, un peu au sens large. On accompagne en construction, urbanisme, stratégie territoriale, mobilité et transition environnementale des entreprises. Et on est basé, alors moi, en l'occurrence, je suis sur Lyon également. Et on travaille déjà en logistique urbaine. Alors, notamment, j'ai une collègue qui travaille justement sur le chantier de gratte-ciel, donc avec la CERL. Donc, sur les sujets d'accompagnement des compagnons à l'alternative, aux alternatives à la voiture individuelle, ce genre de choses. Donc, on est déjà un peu sur le sujet, mais c'est très récent. Finalement, ça fait un an qu'on est dessus. Et sinon, ça se présente de plus en plus aussi, justement, la question un peu de l'interchantier sur nos projets, bah, notamment en métropole de Lyon. Et surtout qu'on essaie de plus en plus de donner des alternatives intéressantes, surtout en contexte urbain assez dense. Je vois notamment les projets qu'on peut avoir sur Villeurbanne ou sur Lyon même, avec des contraintes des fois assez fortes, justement, de livraison, de circulation des compagnons et autres. Donc c'est pour ça que ça devient un sujet sur lequel on essaie de donner de plus en plus de pistes, soit innovantes, soit en tout cas des retours d'expérience qui fonctionnent et sur lesquels on aimerait aussi faire avancer les choses aussi, même pour tous les gains environnementaux que ça peut avoir derrière. Super, merci. Alors, DDU, je ne sais pas qui c'est, je sais. Si. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis pas du tout sur Lyon, hein. Je suis en région parisienne du coup. Très Je suis bien. responsable dans une entreprise, responsable logistique dans une entreprise du bâtiment seconde œuvre. Et du coup, je suis un utilisateur de la logistique urbaine euh, au quotidien, puisque je m'occupe du coup de toute la partie logistique liée au chantier de l'entreprise. Mon entreprise, c'est Ballas. Ok, On est un acteur du bâtiment seconde œuvre en Ile-de-France. Et très par bien. contre, je peux pas mettre à jour mon profil puisque je suis pas connecté à Zoom, je découvre Zoom. Ok, Voilà. pas de problème. Du coup, c'est Damien. Oui, absolument. Je Super, suis, merci. je suis là parce que je suis intéressé par tout ce qui concerne la logistique urbaine. Pas forcément parce que vous allez parler de Lyon que ça va pas nous intéresser en Ouais, Île-de-France. tout à fait. C'est des problématiques qui sont nationales, ce genre de choses. Voilà. C'est une très bonne raison d'être là. Étienne? Étienne, Oui, on pardon, t'entend pas. excusez-moi, j'ai une Ouais. chouquette dans la bouche. Désolé. Euh, Étienne Frambourgerie, je m'occupe de l'activité supply chain chez Ima, je travaille avec Sophie. Donc la logistique, j'en fais tous les jours. Super. Et rouge, qui doit être Alors, Jérôme. ouais, c'est ça, c'est Jérôme Rouge. Il m'a envoyé un SMS, il est dans un endroit où il peut pas parler. Ok, Donc, il s'excuse, mais il peut pas se présenter. Voilà. Mais donc, Jérôme a été consultant, il nous a aidé à animer en partageant la construction sur ces sujets de logistique mutualisée. et du coup, il n'y a pas beaucoup de monde qui nous a rejoints pendant mon temps d'introduction. Donc, ça va être en petit comité, mais ça fera que des échanges plus riches et plus libres, donc c'est très bien. Bah, je vais passer la parole à Sophie et à Christine dans un second temps qui vont vous présenter les retours du coup de ce groupe de travail partageant la construction. Donc Sophie Mulchtef, je suis directrice adjointe de IMA et IMA, on a un cabinet de conseil spécialiste notamment sur les sujets du lean construction et on s'intéresse à comment améliorer la performance globale des projets de construction. Et dans ce cadre-là, on travaille avec la CARSAT depuis 2018 sur l'animation de groupes de travail sur ces sujets de santé et performance, que ce soit au sein des entreprises ou des opérations de construction ou d'aménagement. Voilà, donc on a participé à ces actions collectives. Du coup, je te laisse la parole, Christine. Ouais, et donc je suis Christine Chaput, je travaille à la CARSAT Rhône-Alpes pour l'activité du BTP. Et donc nous, à CARSAT, on est assureur du risque professionnel, donc effectivement les sujets de santé au travail
sont notre, on va dire notre cœur de métier. Et on a développé un pan sur comment travailler en santé et performance, parce que les deux sont étroitement liés, et comment articuler ces éléments-là. Donc, c'était un peu le cœur des différentes actions collectives qu'on a mis en œuvre et articulé avec différents intervenants et parties prenantes sur l'acte de construire au sens global du terme et l'ensemble de la filière de la construction et de l'aménagement au fil des années. Voilà, du coup, on peut commencer la présentation si ça va à tout le monde. Hop, Et Sophie, je te laisse partager du ouais, coup. désolée, je ne comprends pas tout. Donc, comme on est en petit nombre, l'idée c'est de pouvoir, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser, comme ça rendra l'animation plus sympathique et plus vivante, si ça vous va. Voilà, avec des retours d'expérience, on va faire ça de manière un peu fluide. Voilà, donc du Ça coup, partage? Oui, pardon. ouais, c'est tout bon. Ouais, c'est Ok. tout bon. Voilà, donc partageons la construction, c'est effectivement l'objet de notre présentation aujourd'hui. C'est la dernière action collective que nous avons menée entre 2023 et 2025. Mais pour refaire un peu de contexte, on a démarré en 2018 avec les entreprises de travaux du BTP pour les engager sur des démarches d'amélioration continue qui vise à améliorer à la fois la santé et la performance globale des structures, donc en travaillant sur leur organisation interne. Et elles nous ont dit, bon, bah, très bien, nous on a progressé, elles ont encore des choses à faire, mais notre terrain de jeu, c'est les opérations de construction. Et on doit améliorer aussi nos interfaces entre les différents corps de métier au sein d'une opération de construction. Et ça a mené, du coup, la deuxième action collective qui s'est déroulée entre 2021 et 2022 et qui a embarqué cette fois-ci tous les acteurs autour de l'acte de construire, depuis la maîtrise d'ouvrage, public-privé, des maîtres d'œuvre, des CSPS, des entreprises de travaux, des économistes, pour qu'ensemble, en fait, on partage les différents points de vue et les différents enjeux et faire en sorte qu'on redonne du sens commun à travailler ensemble. Donc ça fait l'objet effectivement de solutions et de livrables qu'on vous présentera en partie dans ce webinaire. Et on est monté d'un cran dernièrement, entre 2023 et 2025. On a travaillé cette fois-ci sur l'ensemble des secteurs aménagés pour du coup retravailler les interfaces entre les différentes opérations, soit de construction, mais aussi les opérations d'aménagement, et pour travailler donc sur les flux, les interfaces inter- et intra-chantier. Donc, on a abordé différentes thématiques comme la planification, les moyens mis en commun sur le stockage, le transport, les accès, les livraisons, les circulations qui font partie des différents flux, matières, matériaux et personnes, la gestion des déchets et le raccordement au réseau définitif. Voilà, donc du coup, on va vous présenter ce qu'on a fait dans ces actions, dans ces 2 dernières actions collectives. Et avec sur la deuxième action qui s'appelle partage de la construction à l'échelle d'une opération de construction, on est reparti des constats pour que chacun puisse poser en fait ce qui fait défaut ou le caillou dans la chaussure qui se répète au fur et à mesure. Donc en conception, on n'a pas forcément de gestion des délais. On est déjà en retard avant de pouvoir commencer en fait le projet. On a l'impression qu'on a le temps et on ne sait pas forcément qui fait quoi. On manque d'échanges et de communication entre les acteurs des différentes phases. On a l'impression que ma mission n'est pas claire, elle est méconnue et elle apparaît comme elle a peu de valeur ajoutée. Un architecte qui dit qu'il a une mauvaise considération des métiers, on passe pour des artistes. Le travail collaboratif est trop superficiel. Ça, c'est une entreprise de travaux qui le dit. Voilà, donc du coup, on est reparti de ces éléments-là. On a fait la même chose à l'échelle d'une opération d'aménagement et on a réinterrogé effectivement toutes les parties prenantes, donc depuis les aménageurs jusqu'aux entreprises de travaux aussi. Donc, et on est arrivé sur ces constats-là. Le fait que l'aménagement du territoire est contraint, on est régi par des politiques publiques qu'on doit mettre en œuvre, réglementaires avec une réglementation qui évolue sans cesse, sur laquelle il faut s'adapter. On a un projet architectural qu'il faut mettre en œuvre et on a des contraintes également de temps et économiques. Voilà, on a un empilement en fait de contraintes dans les cahiers des charges qui représentent en fait un millefeuille de documents et il faut pouvoir s'y retrouver là-dedans pour pouvoir le mettre en œuvre.
On a également aussi, ce qui est ressorti, qui est intéressant, c'est qu'on a des difficultés à faire cohabiter le B du bâtiment et les TP. Certains ont une culture à construire en fait en vertical pour le bâtiment et les TP ont une culture à construire en horizontal. Et il faut que du coup ces deux interfaces puissent se comprendre et s'intégrer dans le temps, dans l'espace, avec les contraintes qui leur sont propres. Voilà, on a également des conditions de livraison des bâtiments aux acquéreurs qui sont dégradées. En fait, on n'a pas la qualité requise et la satisfaction du client final n'est pas faite, notamment en regard des aménagements extérieurs. Le fait de coordonner les travaux avec les interventions des concessionnaires, ça c'est quelque chose qui est revenu beaucoup, beaucoup, beaucoup à chaque fois qu'on avançait au fur et à mesure de l'action. Voilà, alors j'ouvre juste une petite parenthèse. On n'a pas réussi à avoir les concessionnaires dans le cadre de cette action-là et on a euh, trouvé des solutions, mais sans leur participation. Donc c'est un sujet qui reste vraiment étoffé. On a également une mauvaise image du chantier avec des nuisances pour l'environnement notamment, des nuisances pour l'image également. Et on manque de moyens mis en commun alors qu'on pourrait en fait enfin mutualiser des moyens, notamment sur voilà sur la logistique, sur des espaces de stockage, sur des flux qui pourraient être du coup partagés et réfléchis ensemble. Et sachant que du coup on est sur du renouvellement urbain, donc on est dans une densité énorme en termes d'urbanisme et également on doit absolument maintenir les fonctionnalités urbaines. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et donc, on a retravaillé sur les enjeux. Sophie, si tu veux passer à la suivante. Voilà, les enjeux, en fait, au niveau de l'aménagement, il y a un gros focus sur la transition écologique que chacun et chacune doit mettre en œuvre et intégrer dans chacun des projets. Ça, c'est vraiment prédominant. Euh, on doit aussi améliorer la santé et la sécurité des intervenants de l'aménagement et de la construction, donc sur toutes les corps de métier et tous les strates également managériales au niveau des structures. Donc on est vraiment au niveau de l'encadrement, mais aussi au niveau des compagnons. On a le fait également de devoir améliorer la performance du secteur de la construction. On est dans un contexte économiquement qui est difficile, qui est tendu. Je ne sais pas si autour de vous, vous avez des entreprises qui ferment ou qui sont du coup vraiment en difficulté financière. Et on n'a pas le choix de faire bien du premier coup. Donc ça, c'est vraiment important. Et le fait d'embarquer le comment on le fait en redonnant du sens commun. On travaille également sur la santé au travail. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui sont étroitement liées. Et puis, le dernier enjeu, c'est le fait d'aménager durablement et sereinement les territoires. Ça, c'est un enjeu de politique publique et qui vise du coup à être mis en œuvre par les différents intervenants auxquels enfin, qu'elles mandatent du coup dans la mise en œuvre de leur politique. Voilà. Donc, en fait, pour redéfinir les interfaces entre les différentes enfin, au sein d'un secteur aménagé, on a, alors ça c'est un document de travail, mais qui a quand même la vertu de montrer qu'on a différents acteurs sur chacune des parcelles. Donc, pour chacune des parcelles de construction qui se retrouvent dans le cadre noir global qui représente un secteur aménagé ou une ZAC. On retrouve du coup chacun des opérateurs, le maître d'œuvre, le CSPS, et du coup, aux interfaces avec ces parcelles, on a les travaux d'aménagement qui doivent s'intégrer. Et donc, c'est le sens des doubles flèches que vous voyez sur l'écran. Et on a également les concessionnaires qui doivent assurer la viabilité de toutes les parcelles pour leur mise en service et le fonctionnement définitif. Voilà, et donc c'est toutes ces interfaces qui sont plus ou moins bien gérées, plus ou moins bien anticipées et qui sont source souvent de dysfonctionnements, de problèmes au niveau des livraisons, au niveau des situations à risque aussi qui peuvent être du coup générées avec des problèmes de flux au niveau des usagers, voilà, des usagers, soit circulation routière, soit des flux piétons. Et donc tout ça, ça met en évidence qu'il y a effectivement toute une panoplie d'acteurs. Sophie, je te laisse avancer. Voilà, qu'on a représenté sur cette diapositive.
On retrouve du coup les aménagements. Donc, vous avez représenté au centre de la diapositive un secteur aménagé qui est en cours du coup de création. On retrouve du transport urbain avec des modes doux et qui sont en cours de création, hein. C'est beaucoup le cas en ce moment avec tous les projets du Citral dans l'agglomération lyonnaise. On retrouve donc les aménageurs qui sont la tête de pont du coup du secteur aménagé et qui donc contractualisent avec des opérateurs qui vont eux construire chacune sur leur parcelle. On a les maîtres d'œuvre qui travaillent à la fois pour l'aménageur pour les travaux d'aménagement et à la fois pour les opérateurs, les coordonnateurs SPS. On a les logisticiens qui mettent en œuvre du coup des missions logistiques dès lors qu'elles sont définies. On a les entreprises de travaux qui œuvrent directement sur la partie chantier et on retrouve les concessionnaires qui sont là pour toute la partie, on va dire, viabilité de l'ensemble des parcelles et du territoire. Et on retrouve effectivement les collectivités qui peuvent être à la fois soit des constructeurs, donc qui interviennent sur des parcelles, mais qui sont également qui définissent du coup les politiques publiques que doivent mettre en place les aménageurs. Voilà, et les collectivités peuvent être elles-mêmes aussi aménageurs. Donc, ça montre bien qu'il y a un panel d'acteurs qui doivent forcément, du coup, interagir. Et la clé du succès, on est tous venus ici, et c'était vraiment l'objet de l'action collective, c'est qu'il faut coopérer. Et en fait, on ne peut pas se dire, bon, bah, il n'y a plus qu'à, coopérons, ce sera facile et on va bien s'entendre. En fait, on est parti du principe que ça s'organise, ça ne se décrète pas, et qu'on doit l'anticiper dès la phase conception. Et qu'il faut forcément un pilote dans l'avion pour pouvoir, du coup, se dire comment on fait. Voilà, donc les objectifs de l'action collective, c'était de faire travailler ensemble tous les acteurs sur des problèmes transverses lors d'une opération de construction et sur un secteur aménagé. C'était de trouver des espaces de dialogue. En fait, les acteurs se retrouvent souvent dans des réunions interchantiers, voilà, mais on a peu d'espace en fait pour travailler, pour parler vraiment du travail et de comment on le fait. Et donc, c'était vraiment l'idée de cette action-là et de développer les modes de coopération. Comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble pour gagner du sens commun et voilà, avec des bénéfices qui sont liés, hein, le fait de rendre attractif le domaine du BTP, le fait de l'employabilité, de fidéliser aussi les talents du coup au sein des entreprises. Et voilà, la troisième en fait, le troisième objectif, c'était effectivement de développer des bonnes pratiques, dégager des bonnes pratiques et les expérimenter, et surtout les pérenniser, que ça fasse pas un coup d'épée dans l'eau, mais qu'on puisse du coup les déployer sur l'ensemble de la filière de la construction et de l'aménagement. Voilà, donc vous voyez qu'on a fait plusieurs groupes de travail, plusieurs réunions, on a fait des sous-groupes, des thématiques de travail pour que chacun ait la possibilité de s'exprimer et qu'on puisse en fait co-construire en fait les idées ensemble et les solutions ensemble. Donc ça a pas mal, ça a pas mal échangé. Il y a eu des fois des montées du coup d'énergie sur certains sujets, voilà, pour se dire, en fait, partager les points de vue et en croisant les corps de métier, ça a vraiment pris du sens pour que on donne l'importance de faire ensemble et différemment. Voilà, Sophie, je te laisse la main sur un peu de méthodologie sur comment on s'y est pris concrètement. Mhm. Donc, comment on s'y est pris? Bon, déjà, on vous a pas mal présenté, mais on est parti des constats. Donc, pour partir des constats, on a regroupé les gens par métier et qu'ils fassent les constats dans leur métier, qu'est-ce qui fait défaut. Donc, chaque personne s'est exprimée. Et après, ce qui nous intéressait, nous, c'était de travailler pas les problématiques d'un métier, mais tout ce qui était commun à plusieurs métiers, à la profession. Donc, en fait, on a travaillé sur, une fois qu'on a fait tous ces constats, quelles sont les problématiques communes et notamment celles sur lesquelles on veut travailler. Et ensuite, on, on a travaillé sur, une fois pose ces constats, quelles sont les causes, conséquences et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en face. Une fois qu'on travaille sur ces solutions, qu'est-ce qu'on peut produire comme livrables qui vont être partagés à toute la profession et comment est-ce qu'on les expérimente et comment est-ce qu'on les améliore au fur et à mesure. Et ça nous permet vraiment de capitaliser et de partager à la profession notre travail. Ah non, désolée, on me demande C'est si bon? on peut disjoncter l'électricité chez moi. Désolée. C'est les jeux du direct? Voilà.
Dans 20 minutes, c'est possible, une demi-heure? Les joies du direct. Ouais, désolée. Du coup, ce qu'on a fait, donc, c'est de travailler sur plusieurs problématiques et donc notamment sur une opération de construction. Si je vous donne la première action, on a travaillé sur trois problématiques qui étaient communes aux différents métiers. La première problématique, c'était comment produire des DCE de qualité. Et donc, bah, à travers cette problématique, on a abordé plusieurs sujets, notamment bah, comment on fait une bonne note d'organisation de chantier, comment est-ce qu'on fait un plan d'installation de chantier, à quel moment. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas un plan d'installation de chantier, mais il y en a plusieurs et ça dépend des phases dans lesquelles on se trouve en travaux. Et puis, bah, comment est-ce qu'on arrive à faire un DCE de qualité? C'est aussi bah, de le produire dans les temps et donc bah, de travailler de manière collaborative sur ces phases de conception et de manière pilotée sur ces phases de conception. Ensuite, on a travaillé sur la phase de préparation de chantier. Et donc, bah, ça découle un peu de ce DCE qui sera fait de bonne qualité. C'est de travailler sur le processus de préparation de chantier et comment bah, on vérifie que le plan d'installation de chantier qu'on a imaginé, il est bien réalisé et bien approprié par les entreprises. Et du coup, bah, comment est-ce qu'on récolte aussi les besoins des entreprises sur les chantiers. Et ensuite, le dernier point qu'on a travaillé, c'était la partie exécution. Et donc, bah, comment est-ce qu'on améliore la coordination en phase travaux? Ça passe par de la facilitation de chantier, ce qu'on a appelé de la facilitation de chantier. Donc, c'est comment est-ce qu'on anime la coordination sur le terrain avec les chefs de chantier notamment et les chefs d'équipe. Et comment est-ce qu'on s'assure que la bonne information redescend jusqu'au dernier maillon de la chaîne et comment est-ce que les problèmes aussi remontent euh, pour une prise de décision rapide. Et donc bah, tout ça, ça passe aussi par de la planification collaborative et de l'animation sur le terrain de ces sujets de coordination et notamment aussi de la logistique. Est-ce qu'on a bien les zones de stock? Est-ce qu'on les respecte? Est-ce que les accès sont dégagés pour qu'on puisse faire les approvisionnements? Donc ça a donné lieu à des livrables qui sont téléchargeables. Donc on vous donnera le lien du site, mais des choses très concrètes qui sont utilisables en l'état sur les opérations de construction, avec ben, la possibilité de les modifier en fonction de vos problématiques spécifiques sur vos opérations de construction. Donc l'idée, c'était quand même de sortir avec des livrables ce qui est intéressant sur ces livrables, c'est qu'ils ont été mis en expérimentation sur plusieurs opérations de construction. Donc, ils ont vécu. Le retour aujourd'hui est plutôt positif, avec notamment des participants de l'action qui le mettent de manière systématique sur leurs opérations de construction. Voilà. Ce qu'on a travaillé aussi, bah, c'est le processus de la coopération. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez des solutions concrètes de livrables, mais c'est aussi bah, à quel moment est-ce qu'il faut désigner l'OPCIC l'OPC, pardon, dans une opération de construction. Et ben, c'est le plus tôt possible, en fait. En réalité, une fois qu'on a travaillé sur ces questions d'organisation, on s'est dit, bah, il faut les personnes pour faire ces missions et qu'elles soient dès les phases amont pour qu'on puisse sortir les livrables dans des conditions les plus favorables possibles. Et donc, si on tire le fil à l'opération d'aménagement, en fait, on a dessiné cette frise qui nous permet de détailler un peu les grandes étapes qu'on a, nous, regardées. Donc, on est parti vraiment du postulat qu'on ne regardait pas tout ce qui était politique publique et définition de l'aménagement urbain dans sa globalité, mais plutôt, une fois que ça c'est fait, comment est-ce qu'on va réaliser et exécuter les chantiers. Donc ça passe par l'élaboration des cahiers des charges de l'aménageur jusqu'à la livraison aux personnes et aux usagers. Et donc sur cette frise, on a voulu mettre les points qui nous paraissaient les jalons essentiels de notamment désignation et d'intégration des personnes clés pour la coordination et la coopération. Et on vous a mis en avant les différents livrables qui sont à disposition sur ces différentes actions. Et en orange, c'est les livrables qui ont été faits dans le cadre de Partageons la construction sur une opération de construction. Et les noirs, c'est ceux pour l'aménagement. Ce qu'on a mis en avant, notamment dans cette deuxième action sur l'aménagement,
et ces questions de coopération, c'est qu'il est vraiment nécessaire de travailler sur la coordination interchantier. Et donc, on a regardé comment ça pouvait se décliner. Et ben, ça passe par ce qu'on appelle un OPC interchantier et un CSPS interchantier. Donc, nous, on a décidé de les nommer comme ça, même si ça a pu faire débat et si les mots existent déjà sur certaines opérations. En tout cas, on a voulu clarifier ce que nous, on attendait derrière et les différentes missions qui étaient derrière ces rôles cette cellule. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? En fait, pour arriver à bien coopérer, en fait, il faut mettre en place une cellule de coordination dont les missions sont vraiment de travailler sur la communication et le lien entre les décideurs. Et donc, pour y arriver, bah, il faut qu'ils arrivent à s'adapter et s'ajuster de manière régulière pour prendre en compte un contexte qui peut évoluer, puisqu'on parle de secteurs aménagés qui vont se faire sur des dizaines, voire des quinzaines d'années. Et du coup, c'est l'idée de travailler sur cette adaptation au contexte, de travailler aussi sur la faisabilité des projets, donc bien vérifier les contraintes et les risques qui sont associés, et s'assurer en fait de bien impliquer tous les acteurs, depuis le décideur jusque le compagnon qui est sur chantier et qui va devoir réellement, enfin, concrètement construire, quoi. Donc pour y arriver, en fait, eh ben, il va falloir mettre en place la bonne gouvernance et tous les outils qui vont être utiles et efficaces pour bien faire de la performance sur toute la chaîne. Donc ça, c'est vraiment important. Et en fait, ce qu'il faut aussi, c'est arriver à décloisonner pour favoriser une prise de décision et que ça intéresse le collectif. Donc ça, c'est important. Du coup, ce qu'on a noté, c'est que les compétences qu'il va falloir mettre dans cette cellule et qui sont nécessaires à la gestion des interfaces interchantiers, elles doivent être composées du chef de projet de l'aménageur qui a des compétences spécifiques pour prendre des décisions, traduire les cahiers des charges, les contraintes politiques dans des cahiers des charges, pardon. Et puis après, il va falloir des compétences d'OPCIC, de CSPS interchantier pour regarder les risques et les interfaces entre les opérations de construction. Et ce qu'on a introduit comme notion, c'est aussi la notion de logistique interchantier qui doit être bien étudiée en amont pour bien définir les besoins et comment tout ça va être introduit dans les pièces écrites. Et donc, on a défini une mission aussi d'AMO logistique qui vient définir comment est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va mettre le curseur sur les besoins mutualisés et comment est-ce que ça va se décliner après de manière très concrète sur le secteur aménagé. Cette cellule, du coup, elle est bien placée sous la responsabilité de l'aménageur pour bien assurer notamment la cohérence de l'ensemble. Et comme c'est l'aménageur qui a la responsabilité et la charge du secteur aménagé, que cette cellule soit bien en direct avec lui pour pouvoir assurer en fait une gestion des interfaces globales avec tous les opérateurs, tous les maîtres d'ouvrage qui vont ensuite construire dessous. Ensuite, ce qu'on s'est rendu compte et qui est vraiment essentiel au sein de ces différentes actions, c'est que tout se joue en amont. Donc, c'est l'idée de la frise que je vous ai montrée, c'est que au plus tôt on va réussir à se mettre d'accord sur le cadre et les règles d'organisation et de coopération, en plus ce sera simple de les décliner après sur les différentes opérations de construction. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de la performance. Donc, on a dessiné ça sous forme de schéma, en fait, pour bien expliquer le contexte et comment est-ce que ces interfaces elles sont gérées. Donc, vous avez en orange les points saillants qu'on a développés dans le cadre de l'action et les choses nouvelles qu'on a introduites. Donc, l'aménageur, il a un responsable de projet avec toute sa cellule, les différentes compétences que j'ai citées. Et après, tout ça va se décliner sur différentes opérations qui auront des modèles de fonctionnement différents, en entreprise générale, encore d'état séparés, voire même des travaux d'aménagement qui va souvent gérer en direct. Et en fait, quand on parle de la mission logistique et des moyens logistiques qu'on veut mettre en œuvre, l'AMO logistique va vraiment définir les besoins et là où on met les curseurs. Il va décrire ça dans des pièces écrites et après, il va y avoir des prestations à mettre en œuvre par un logisticien qui va mettre les moyens en place. Et donc, le logisticien pourra mettre en place des prestations de base qu'on aura définies et éventuellement des prestations complémentaires qui seront dédiées au chantier, comme
il sera sur place, en fait, bah, les entreprises ou l'opérateur pourront venir lui demander directement de mettre en place des choses. Donc tout ça, on l'a décliné. Ce qui nous a paru important, en fait, c'est vraiment de se poser la question du curseur, là où on met le curseur, notamment bah, si on a une grosse opération complexe comme la Part-Dieu qu'on connaît tous, bah, c'est sûr qu'on ne va pas mettre en place les mêmes moyens que si on est juste sur un petit secteur aménagé où il y a deux opérations en interface. Donc le but de tout ça, c'est bien de définir ces missions et c'est d'avoir des objectifs de performance. Donc, c'est de travailler sur les nuisances, c'est sur travailler, parce qu'on est dans des secteurs où il y a beaucoup d'interfaces, c'est aussi de travailler sur bah, la performance des entreprises avec bah, faciliter les accès, la circulation, mais aussi bah, travailler sur la sécurité. Si on facilite les accès, la circulation et qu'on peut faire en sorte que tout soit bien visuel, clair, facile, ben, en général, on va avoir un impact direct sur la sécurité et garantir ben, qu'on travaille dans des bonnes conditions. Ça va être aussi de travailler sur les conditions d'intervention, ça va être de travailler sur l'optimisation du tri, de la collecte, de la valorisation des déchets. En fait, globalement, ça va être de travailler sur toutes ces interfaces et de maîtriser la coactivité et les différents risques qui peuvent y être liés. Ça va être aussi d'arriver à mutualiser pour ben, aussi gagner en performance économique sur nos opérations. Pour y arriver, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que les conditions de réussite que nous, on a identifiées, c'est principalement l'anticipation. Au plus on arrive à anticiper la mission logistique, au plus ça va être efficace dans sa déclinaison. Ça va être aussi de bien définir la gouvernance. Comment est-ce que on la met en place, qui c'est qui la pilote. C'est aussi de bien la formaliser et d'arriver à valoriser cette mission pour que non seulement la ménageur y prenne partie, mais aussi y prenne part, mais aussi les différents opérateurs. Donc c'est là où c'est un peu clé, c'est d'arriver à valoriser ces missions et faire en sorte que on le voit comme un gain et pas comme une contrainte supplémentaire dans les différents processus. Et du coup, tout ça, ben, ça doit se décliner dans les pièces écrites de l'organisation. Donc, sur l'organisation interchantier, en fait, on a travaillé sur des livrables aussi, comme le règlement interchantier. Cette déclinaison des missions logistiques dans un règlement d'organisation logistique, par exemple. Et donc, on vous a mis à disposition des livrables qui déclinent ça. Aujourd'hui, c'est des livrables qui n'ont pas été forcément expérimentés sur des opérations puisque la temporalité de l'action et des secteurs aménagés qu'on avait ne nous l'a pas forcément permis. Donc, ils sont vraiment à moduler en fonction enfin, des différentes opérations. Mais par contre, ils ont été rédigés par les participants de l'action. Donc, on se dit qu'ils sont assez exhaustifs et complets. Et l'idée, en fait, c'est de se les approprier, de les mettre en expérimentation et d'arriver à décliner ça sur chaque opération de construction via la note d'organisation de chantier et via ben, toutes les pièces écrites qu'on va pouvoir trouver sur les différentes opérations de construction. Donc le planning, le plan d'installation de chantier, tout ça devra intégrer les règles qu'on aura définies au préalable. Tout ce qui est, je complète tout ce qui est en fait en format orange, c'est tout ce qui a été produit dans le cadre de partageant la construction qui n'existe pas forcément de manière standard sur les opérations d'aménagement ou de construction, sur l'ensemble des schémas. Oui, exactement. Et du coup, tout ça est en libre accès sur le site Elance. Donc, dans la rubrique ressources, vous avez les livrables de Partageons la construction 1 qui sont au niveau de l'opération de construction et de Partageons la construction 2 qui sont sur le secteur aménagé. Et donc, vous avez la liste de tous ces livrables qui sont téléchargeables et utilisables avec, comme vous voyez, ben, le processus de préparation de chantier que je vous ai montré, la fiche checklist du PIC ou encore la fiche enquête des besoins, et puis ces règlements interchantier type qu'on a rédigés et qui sont mis à disposition. Voilà, donc ces deux actions, elles ont quand même réuni pas mal de participants différents. On a, je sais pas, une cinquantaine de personnes qui ont participé.
Donc on est plutôt satisfait du résultat et on espère que ça va faire tache d'huile encore sur plus d'opérations et plus de personnes. Euh, voilà, dans le temps. Je sais pas si Christine, tu veux compléter? Non, c'est bien. Du coup, juste peut-être compléter juste sur le partageons la construction. Ça a été porté par la Fédération des promoteurs immobiliers région lyonnaise. Voilà, financé en partie par la DRET sur la première action et la CARSAT sur les deux actions. Voilà, du coup, en précision, voilà, c'est important aussi de dire que la Fédération des promoteur immobilier met la main à la pâte aussi pour améliorer voilà, la façon de construire avec toutes les contraintes qu'on peut avoir en ce moment notamment. Voilà, pour que ça fasse sens et que ça parte vraiment de la partie vraiment de ceux qui pilotent en fait les projets et qui peuvent donner les moyens d'y arriver aussi pour toutes les parties qui vont intervenir. Mm. Donc architecte, maîtrise d'œuvre, entreprise, etc. Voilà, toujours en amont, mais voilà, il faut quand même un pilote qui prenne la main. Voilà, je ne sais pas si ça suscite des questions, des interrogations, ou des choses qui permettent, qui ont besoin d'être éclaircies. Est-ce que c'était clair? J'avais, oui, moi j'avais une question un peu méthodologique. Tout à l'heure, vous nous avez présenté un constat sur une opération d'aménagement. Je voulais savoir quel était le corpus finalement des opérations d'aménagement sur lesquelles était basé ce constat finalement en amont. Le constat dans les premières diapositives, là, c'est Oui, ça, au tout début. oui, En fait, dans notre méthodologie au niveau de l'action collective, on a réuni en fait, donc comme vous avez compris, des corps de métier oui, à partir des aménageurs jusqu'aux entreprises de travaux. Et on a en tout début, en fait, dans ces groupes, on a réparti en fait les personnes par corps de métier, donc les architectes, on n'avait pas d'architecte pour le coup, les maîtres d'œuvre avec les maîtres d'œuvre, les coordinateurs SPS avec les CSPS, les aménageurs avec les aménageurs, et chacun en fait a dit qu'est-ce qui fait défaut, c'est quoi ou nos grains de sable dans la chaussure, et ensuite une fois qu'on a eu ces retours, on a partagé ça de manière collective. d'accord. Pour se dire voilà c'est quoi nos problématiques, et souvent on a eu des problématiques qui convergeaient et on en a tiré en fait 4 thèmes de travail qui ont fait l'objet ensuite de 4 sous-groupes, mais cette fois-ci, on les a brassés avec intermétier. Ok. Donc en Voilà, donc fait, c'était des constats en fait généraux, pas sur une seule opération d'aménagement. bien sûr, et pas sur un corpus identifié, mais sur l'ensemble des opérations sur lesquelles ces témoignages ont pu intervenir, quoi, Oui, de c'est l'ensemble ça. des personnes présentes, quoi, par Oui, corps de métier. Ok, oui, c'est ça, c'est ça. De manière à avoir vraiment un partage des points de vue et un partage des enjeux, parce qu'en fait, comme les gens ne se parlent pas vraiment, hormis sur l'intérêt de construire ensemble parce qu'ils ont été mandatés sur une même opération de construction d'aménagement, il fallait en fait se dire mais enfin c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans le, enfin, quels sont les enjeux par exemple d'un promoteur immobilier, quels sont les enjeux en fait d'un ménageur, et en fait ça permet justement d'avoir un regard différent. tout à fait. Alors peut-être, juste comme j'ai pris la parole, Ouais, je vais très bien. peut-être pouvoir témoigner là, par rapport à ce que je viens de voir. Ouais. Euh, bon, c'est vrai que là, vous êtes situé dans le cadre d'opération. Donc, là, ce qui est intéressant sur une opération, c'est qu'on a un aménageur déjà, ce qui n'est pas forcément le cas en dehors des AC et des PUP quand on est hors opération d'aménagement concerté. Enfin, moi, j'interviens plutôt pour le coup sur des opérations d'infrastructure, donc on est en dehors justement de ces opérations d'aménagement, mais on retrouve néanmoins les mêmes problématiques de sécurité, Mm. de santé au travail d'interfaçage de multiples opérations. Mm, Par mm. contre, on n'a pas l'aménageur, on n'a pas la possibilité de s'inscrire dans ce schéma. Donc c'est sans doute intéressant de s'inspirer de ce travail qui a été fait pour des opérations hors ZAC dans lesquelles il y a de multiples opérateurs de fait. Euh, il y a un acteur qui est important lorsqu'on sort des ZAC, c'est l'acteur du riverain. Parce que
le fait de gérer, enfin la gestion des riverains, elle est quand même partagée entre les différentes entreprises qui interviennent sur une, voire plusieurs opérations, hein. Et ça peut être un vecteur, je trouve, dans la manière dont c'est fait, dans la manière dont c'est géré, ça peut être un élément également à la fois de sécurité, d'image, de Oui, performance oui. globalement. Je pense notamment à des opérations dans lesquelles on va interfacer des espaces publics avec des infrastructures type BHNS, tramway, voie lyonnaise. Voilà, on a une grande part de la réussite de cette organisation globale de la logistique qui tient aussi à la capacité à se mettre les riverains plutôt dans la poche que de les avoir contre soi. Et lorsqu'on gère mal cette relation avec les riverains, on se retrouve avec des véhicules, par exemple, sur les emprises chantiers, on se retrouve avec problème, typiquement, enfin, possiblement des prises de risques dont on se serait bien passé du fait de ces dysfonctionnements ou de ces mésusages. Donc, je pense que dans la petite slide sur les acteurs, eh bien, en tout cas, de mon point de vue, hein, sur les opérations hors ZAC, je pense que le riverain est un acteur en tant que tel et qu'il faut absolument pas minimiser à la base sa capacité d'impact positif ou négatif, quoi, sur les opérations et donc sur la logistique globale et le fonctionnement des opérations. En fait, je pense qu'on partage avec Sophie ce point de vue-là. En fait, c'est un enjeu majeur des aménageurs de devoir en fait faire une ville la plus enfin, la moins impactée possible avec la sécurité justement des riverains et de garder les fonctionnalités urbaines. Parce que même si on est dans une ZAC, on peut se retrouver avec une partie en fait de la ZAC qui a déjà été livrée et donc qui est déjà en fonctionnement, et puis qui côtoie juste à côté d'autres parcelles qui sont encore en phase chantier. Et donc ça, ce sujet-là, on l'a de toute façon à un moment donné d'une ZAC parce qu'elle 5, 10, 15, 20 ans pour être construite. Donc, on a forcément des interfaces avec ça. Et effectivement, si on ne prend pas le sujet très en amont, très en conception sur l'impact que ça va avoir sur les riverains, on risque d'avoir des zones de tension. Par exemple, on peut avoir des livraisons à côté d'une école, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout l'endroit où on devait livrer parce que ça n'a pas été pensé en amont et avec des risques justement sur toutes les familles qui passent à côté. Ça, c'est des choses qui ont été rapportées par les intervenants sur des difficultés terrain où du coup on subit et du coup tout le monde subit et en fait c'est générateur de tension et c'est juste du coup prendre en fait les choses très en amont, les imaginer en fait avec des flux qui fonctionnent, des livraisons qui fonctionnent sans impacter du coup la vie urbaine. Et ben là du coup on est bon. Alors effectivement on les a pas positionnés mais ça reste effectivement dans les enjeux de faire des villes saines et durables. Enfin voilà, ça a bien été exprimé et les aménageurs, c'est vraiment leur sujet enfin leur sujet fort en fait, de garder une ville apaisée. Je sais pas, Sophie, si tu es OK. Oui, je suis OK. Non, non, oui. Voilà, après, on les a, en fait, dans cette action, on a vraiment fait un focus sur les acteurs de l'acte d'aménager ou l'acte de construire, sans forcément mettre dedans en fait les usagers. Parce que c'était compliqué, par exemple, d'avoir des associations de riverains ou voilà. Et du coup, le champ, en fait, on va dire, réduit ou fermé en tout cas aux acteurs professionnels. Et voilà, mais dans les bénéfices escomptés, il y avait effectivement aussi la sérénité des riverains ou la conservation des fonctionnalités urbaines. Voilà. Christine, Et ouais. non, vas-y, pardon, vas-y, je te signe, parce que je pensais que tu avais terminé. Oui, et du coup, je voulais en revenir aussi sur toutes les projets en fait de mode doux, enfin de création de mode doux comme les tramways, BHNS, les voies lyonnaises, etc. Pour moi, ça devrait être aussi du coup en fait, quelque chose qu'on n'a pas dit, mais normalement, alors sans parler du code du travail, parce que du coup, voilà, mais dans le code du travail, c'est indiqué que quand il y a des interfaces entre différentes maîtres d'ouvrage dans un espace donné et dans un temps commun, les maîtres d'ouvrage doivent justement se concerter pour mettre en œuvre des mesures communes. Et en fait, l'esprit de partageant la construction, c'était vraiment répondre à ça, de répondre en fait à cette exigence du code du travail, parce que le code du travail il donne un objectif, mais il dit pas comment.
Et donc, du D'accord. coup, la métropole de Lyon, en tant que, alors il me semble que pour les voies lyonnaises, c'est la métropole de Lyon, hein, Oui, est un maître d'ouvrage comme un tout à autre, fait. et du coup doit se concerter avec d'autres maîtres d'ouvrage. Donc, je pense que même si on n'est pas sous l'égide euh, d'un secteur aménagé ou d'une ZAC ou d'une PUP qui est clairement définie, il doit y avoir quand même cette concertation. Alors après, c'est qui prend le lead? Et là, c'est plus compliqué quand il n'y a pas un aménageur qui est en tête de chapeau. C'est comment on fait. Mais C'est ça. voilà, ça, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie motivation des maîtres d'ouvrage en haut pour savoir comment ils vont raisonner ensemble pour faire en sorte qu'il y ait moins de friction possible, quoi, dans l'intérêt de tout le monde. Mais c'est un vrai sujet qu'on n'a pas travaillé dans Partageant la construction sensu stricto, mais l'idée est là. Oui, puis je pense qu'il y Étienne, a une pardon, grosse vas-y. partie du travail qui peut être réincorporée dans cette perspective. Ouais. Oui, simplement, Christine, je voulais dire que on peut néanmoins faire un parallèle, Nicolas en a un peu parlé, avec ce qui se fait sur des chantiers urbains, même hors aménagement. Il y a beaucoup de choses moi, que j'utilise, dont je me suis inspiré ou que je partage comme exemple sur des opérations urbaines hors aménagement, en disant il y a quand même ces problématiques-là à gérer, il y a quand même ces éléments-là. Et on va retrouver aussi le gros point qui est de dire, à partir du moment où on organise la logistique, une fois que tout le monde est là et tout le monde est en place, c'est trop tard. Mm. Donc, il faut vraiment anticiper au maximum. Ça se prépare le plus tôt possible et avec le maximum de personnes pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir. En fait, c'est beaucoup de partage et d'échange. Donc, le plus on le fait en amont, le plus on va pouvoir s'aligner, se mettre d'accord sur ce qu'on va faire ensemble et comment on va le faire, mettre les moyens qui sont juste adaptés et éviter les redondances, parce qu'il y a ça aussi parfois, hein, on va payer deux, trois fois parce que on va chacun mettre nos moyens et au final, on aurait pu les partager et on aurait pu tous travailler plus rapidement, plus efficacement et sans qu'on paye trois fois la presta. Oui, ça fait partie des bénéfices escomptés aussi, ouais, sur la mise en commun des moyens. Moins de tension, moins de monde au final, c'est ça aussi. Il n'y a pas que des Oui. économies, il y a aussi le fait de dire il y a moins de monde il y a potentiellement moins de monde et donc ça veut dire des tensions moindres aussi. Et merci pour cet apport, en tout cas, voilà, Nicolas, parce que du coup, voilà, c'est des vrais sujets, puis on le voit sur la place lyonnaise, là, du coup, en ce moment, on est dans l'ultra chantier de partout, donc voilà, la concertation, elle doit se faire, enfin, ouais, voilà, elle se fait, hein, voilà, d'une manière ou d'une autre, mais des Oui, puis fois quand on bien, des fait, fois enfin, mieux. pour le coup, quand on est sur des infrastructures qui font 15-20 kilomètres, lorsqu'on parle de BHNS, c'est souvent ça, Mm. bah, fatalement, on va être en interface avec plusieurs opérations. Ça peut être des axes, ça peut être des projets urbains. Donc, c'est quelque chose d'assez récurrent dans le monde des travaux publics. Enfin, Oui, et il faudrait qu'on puisse s'inspirer justement de ce qui peut être fait lorsqu'on a un aménageur pour que ces bonnes pratiques puissent s'imposer euh, par la oui, suite. oui. Et donc, il y a un vrai consortium au niveau des maîtres d'ouvrage qui sont concernés, quoi, et qui donnent les moyens ensuite à leur partie conseil pour faire le job. Bon, voilà, une fois que j'ai dit ça, Marion, c'est un vaste sujet. est-ce que tu veux réagir? T'as- Non? Là, vous avez, tu as dit ça à qui, Naïma? J'ai pas compris. À Marion, je pense que c'est qu'elle. Ah oui, non, j'ai pas entendu mon prénom, d'accord. Ah, Oui, c'est pardon. ça, moi non plus, j'avais pas entendu le prénom, c'est pour ça. Personne n'a entendu le prénom, Ok. du Ouais, coup. du coup, personne réagit. C'est ça. Non, j'allais juste parce que nous, c'est vrai que à Visa, on est très 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 en amont en fait dans ces phases-là, donc c'est pour ça aussi qu'on y touche un peu moins et notamment en fait, enfin il y a un peu de sujets qui me viennent en tête. Nous, on intervient surtout en tout cas à mon échelle, comme je travaille en urbanisme durable, dans la réalisation des chartes chantiers faibles nuisances. Et c'est vrai que l'aspect suivi de ces chartes-là, on a un peu les engagements, surtout qu'on essaie en général d'insuffler des engagements assez forts à un stade. Et on se rend bien compte que le suivi, des fois, il est un peu catastrophique et que on va avoir un opérateur qui le suit, mais pas un autre. Des fois, les engagements, ils sont très bien compris par un aménageur, mais en fait, derrière, ça découle finalement assez mal, en fait, dans l'opérationnalité du chantier. Donc, c'est vrai que nous, en agissant finalement très en amont, en urbanisme, on perd vite un peu comment dire, on,
les choses qu'on avait mises en place finalement se déclinent assez mal en fait derrière. C'est vrai que nous, notre côté, ça c'est quelque chose qui se voit assez souvent. Ça c'est peut-être une première remarque plus de retour d'expérience là-dessus à mon échelle. Et l'autre remarque, c'est un peu une question que je me pose, et du fait que j'ai finalement pas une vision assez claire des fois des chantiers sur lesquels je travaille, du coup finalement, Mm. c'est dans Mm. des cas où, parce que là on a évoqué les travaux un peu connexes des fois entre des infrastructures BHNS, tram et tout ça, mais des fois on a plusieurs travaux, des fois de plusieurs maîtrises d'ouvrage sur un même site. Et je pense notamment à des gros projets de ZAC où des fois on a des des micmacs d'organisation parce il faut implanter un RCU, notamment, donc un réseau de chaleur urbain. Et alors, des fois, ça devient mais un casse-tête pas possible pour savoir, bon, bah, ok, il faut qu'ils arrivent à tel moment au niveau de tel lot parce que sinon, leur raccordement sera pas au bon moment. Là, on est encore une fois un peu en amont, on est moins sur la logistique chantier, mais en fait, je pense que ça rejoint un peu le sujet quand même. Et c'est dire à quel point il faut que les sujets soient vraiment pris très en avance des fois, sinon on arrive vite sur des casse-têtes où finalement le lot il est sorti, le RCE il sort 2 ans plus tard, du coup c'est Mm. des moyens insufflés, des dépenses superflues alors que ça aurait pu être anticipé bien en amont. Et ça on le voit Oui, assez souvent pour le coup. ok. Un peu de remarques. Merci. Damien, est-ce que tu veux commenter, nous partager un peu ton retour, ton impression? Ouais, je vois qu'on a en fait tous à peu près les mêmes intérêts, tous les mêmes ambitions. Moi, Ouais. j'arrive bien en aval de tout ça. Moi, je suis vraiment en bâtiment seconde œuvre. J'arrive en cours du chantier une fois que le gros œuvre est terminé, que les aménagements extérieurs sont déjà décidés. On est vraiment, je dirais pas la dernière roue du carrosse, mais pas loin. Nous, on est un simple utilisateur de tout ça, mais je vois qu'en fait, toutes les ambitions sont les mêmes pour tout le monde. On aurait tous intérêt à travailler ensemble et au final, j'ai l'impression que c'est un esprit bien français de ne pas vouloir avancer dans cette voie-là. J'attends le retour d'expérience de votre côté. Je sais que nous, dans le secteur du bâtiment en Île-de-France, c'est un petit peu compliqué de s'entendre tous ensemble. Donc, voilà, c'est ce que ma première approche. J'attends les retours d'expérience maintenant de la mise en œuvre de ce genre de choses. Bah, Damien, vous êtes parisien, si vous voulez, d'ici, on va dire un gros mois, vous pouvez venir à Denfert-Rochereau sur la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, où il y a pas mal de préconisations qui sont ici dans le partage en construction, qui sont Ouais. au moins partiellement mises en œuvre. Mhm. Donc ça peut être aussi intéressant de partager à ce niveau-là. Ouais, absolument. Est-ce que vous Voilà. avez vu les liens dans le chat où je vous ai mis les accès pour aller télécharger les livrables de Partageons la construction? Oui, Oui, merci beaucoup. absolument. Merci. Ouais. Très bien. Autour de la table. Ouais. Et ben après, en termes de retour d'expérience, c'est vrai, il faudra bien suivre aussi tout ce qui pourra sortir et continuer à essayer de partager le plus largement possible tous ces retours qui sont quand même essentiels à ce que les pratiques, elles changent, elles évoluent. C'est vrai que la difficulté, c'est quand même toujours de se mettre autour de la table et de... Et puis il y a la question du coût et du portage. Qui finance, qui assume Mm. cette cellule AMO logistique ou en tout cas cette coordination interchantier. Donc ça, il va falloir réussir à montrer que en effet, c'est une plus-value et pas un coût dans le temps. Donc il va vraiment falloir beaucoup de retours d'expérience pour pouvoir convaincre qu'il faut le faire dès le début pour qu'après, les ambitions qui ont été déjà données au démarrage d'un projet, bah, elles tiennent dans le temps, qu'elles soient suivies et que à la fin, quand on arrive après les dernières roues du carrosse, quand le carrosse roule, que tout se passe bien. Euh, on est dans les temps. Est-ce que certains d'entre vous veulent rajouter quelque chose, veulent partager, je ne sais pas, peut-être des ressources qu'ils auraient en complément sur ces sujets aux autres? Ou, bah, comme l'a fait Étienne, peut-être des événements à venir qui pourraient alimenter les retours d'expérience et les réflexions sur ce sujet?
C'est tout bon? On a Christine qui a eu un souci de connexion Internet. Ah, et pourtant, c'était toi qui devais Ouais, perdre c'est ton... ça. J'entends que mon entrepreneur fait une pause du coup. Non, profite. Faut payer le café à ce moment-là. Ça. Ok. En tout cas, on vous passera les coordonnées de Christine et de Sophie si vous avez aussi des Mm. questions et des réflexions à poursuivre. Le lien pour télécharger tout ça, donc je vous les ai transmis. Je vous ferai aussi un mail avec le support de présentation et un petit mini résumé de des échanges et des compléments qui ont été faits. Donc voilà, merci à tous, bonne fin de matinée et puis à Beaucoup bientôt. également. Merci Merci à beaucoup. tous. Bonne matinée. Merci Bonne fin de beaucoup. journée. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.